Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. L'hypothèse d'un couvre-feu à partir de samedi soir semble sur les rails. Qui sera concerné, pour combien de temps? Les toutes dernières pistes en direct de l'Elysée à une demi-heure de l'intervention du chef de l'État. Un suspect arrêté 15 jours après la mort de Victorine en Isère. C'est un homme de 25 ans qui habitait la commune. Il est toujours entendu par les enquêteurs. Nous serons sur place. Manifestation de colère ce soir des policiers dans l'Essonne. L'un d'eux a été très grièvement blessé la nuit dernière lors d'un contrôle. Un nouveau drame à la veille d'une réunion très attendue avec Emmanuel Macron. Attention aux fausses bonnes affaires sur Internet. Des sites proposent des rabais très alléchants, mais il y a parfois tromperie sur la marchandise. Enquête et conseils dans ce journal. Le décret a été adopté en Conseil des ministres. L'état d'urgence sanitaire est rétabli sur l'ensemble du territoire français à partir de samedi. Cela permettra de prendre de nouvelles mesures de restriction et sans doute d'instaurer un couvre-feu. Va-t-il concerner les 9 métropoles en alerte maximale et la Guadeloupe? Le chef de l'État dévoilera ses arbitrages dans une demi-heure maintenant. Que sait-on? Laurence Naon, Clément Vérénal. Des rues totalement désertes, des commerçants obligés de fermer boutique et des restaurants vidés de leurs clients. Voilà à quoi pourrait ressembler le couvre-feu qui devrait entrer en vigueur samedi. Il concernera probablement les grandes métropoles où la situation sanitaire est alarmante et où le virus circule rapidement. On a tous été très traumatisés par ce qu'on a vu en mars-avril. C'était dingue, on a fait de la médecine de catastrophe. Donc on n'a pas envie de revivre ça. Si les dirigeants pensent que c'est utile, il faut les écouter. Je pense que ça n'empêchera pas les soirées un petit peu officieuses. Ouais. Emmanuel Macron, il devrait augmenter le nombre de lits en réanimation et après on verra. Compiègne a déjà vécu une période de couvre-feu il y a 6 mois. C'est le maire qui l'avait instauré. Il estime qu'un deuxième couvre-feu pourrait être efficace. J'ai pratiqué le couvre-feu avec le confinement. Ici, il s'agira au contraire, je l'espère, de pratiquer le couvre-feu pour éviter le confinement. Le couvre-feu doit respecter un certain nombre de règles. Il doit être limité dans le temps et doit concerner tout le monde. Pour respecter le principe d'égalité, on ne peut pas faire un couvre-feu qui concernerait certaines catégories de la population. Donc les jeunes, les personnes âgées, les personnes vulnérables. Ça serait vraiment une rupture de l'égalité devant la loi. À partir de samedi, police municipale et police nationale pourraient être déployées pour contrôler le respect du couvre-feu. Seuls les déplacements professionnels indispensables et les déplacements pour raisons de santé seraient autorisés. Les associations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International disent vouloir scruter à la loupe cette mesure. Un couvre-feu, c'est une restriction des libertés. Ensuite, des restrictions de liberté sont possibles dans certaines conditions. Et c'est ces conditions qu'il faut examiner. Est-ce que c'est strictement nécessaire? Est-ce qu'il faut absolument, pour atteindre la protection du droit à la santé, en arriver à ces restrictions-là? Est-ce que c'est proportionné? Est-ce qu'il n'y avait pas de mesures moins contraignantes à prendre? Les contrevenants pourraient s'exposer à une amende. En mars dernier, dans les villes qui avaient instauré le couvre-feu, les PV étaient de 135 €. Anne Bourse, bonsoir, vous êtes en direct à l'Elysée. 45 minutes d'interview du chef de l'État pour créer tout à l'heure un électrochoc. Oui, le sursaut doit passer par cette annonce dont vous venez de parler, un couvre-feu à partir de samedi soir de 21h à 6h pour une durée de 6 semaines. C'est le scénario très probable dans les villes en état d'alerte maximale auquel pourrait s'ajouter Saint-Étienne ou encore Rouen. Les préfets et les maires vont avoir 2 jours pour l'organiser. Cela signifie la fermeture des restaurants, des lieux culturels le soir, l'interdiction des déplacements, sauf pour certains motifs. Alors il est très peu probable qu'Emmanuel Macron emploie le mot couvre-feu qui renvoie à la guerre. Le chef de l'État devrait aussi inciter à ne pas recevoir plus de 6 personnes chez soi, pousser au télétravail. Et il parlera sanitaire, économie et plan de relance parce que, encore une fois, Emmanuel Macron va devoir trouver l'équilibre entre autorité et liberté à l'heure où les Français font de moins en moins confiance au gouvernement pour gérer cette crise. Merci Anne. Effectivement, à 19h55, Emmanuel Macron va devoir justifier, expliquer et accompagner ces mesures. Cette intervention est très attendue. Les Français ont parfois été critiques sur la gestion de l'épidémie depuis 7 mois. Ils attendent un cap clair pour retrouver la confiance dans la parole de l'exécutif. Julien Nény et Antoine Husser sont allés à la rencontre des habitants de Melun, en Seine-et-Marne. En attendant de possibles nouvelles restrictions, Farid Selmi ne compte pas ses heures.
Ce restaurateur de Melun, en Seine-et-Marne, écoutera ce soir les annonces d'Emmanuel Macron. Si on nous enlève nos derniers petits bonheurs quotidiens, comment on fait? Mais comme beaucoup ici, il s'y perd un peu. Ah, des fois, on n'a pas le droit au comptoir. Des fois, il y a certains endroits, le comptoir n'est pas interdit. Des fois, on n'a pas le droit d'avoir des personnes. Des fois, il y a ça, on ne sait pas. Ça inspire confiance, ça? Pas vraiment. Car dans cette ville de plus de 40 000 habitants, la parole politique semble avoir perdu beaucoup de crédit pendant la crise sanitaire. D'ailleurs, plus des 3/4 des électeurs n'ont pas voté au second tour des dernières municipales. Un record ici. Sur le marché aujourd'hui, nous avons rencontré des Melunais déboussolés. Allez, c'est le dernier jour là, hein, profitez-en. Vous faites confiance à Emmanuel Macron? Non, non. Un jour, faut se tenir à 1 mètre. Un jour, c'est 2 mètres. Un jour, c'est 4 mètres. Il n'est jamais pareil. Hein. Il n'est pas tellement pas sûr de lui, moi, je trouve. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous lui fassiez confiance à nouveau? Qu'il aide plus les gens qui ont besoin. Hein. Dans les allées, les consignes sanitaires sont respectées sous l'œil de la police, mais la défiance envers la parole présidentielle reste bien ancrée. C'est pas direct. Il serait simple de dire carrément ce qui se passe et on suit que dire ça va pas, ça va pas. C'est très flou et on le ressent beaucoup dans la population. Un sentiment que le maire de la ville, bienvenue à Melun, proche de la majorité présidentielle, tente d'expliquer. L'attente est très grande. Le président, c'est le père de la nation. Et en période de crise, on attend beaucoup du président. On attend qu'il vous aide, qu'il donne confiance. Il ne faut pas critiquer trop. Le poids qui pèse sur le gouvernement, il est immense. Immense. Selon un sondage récent, les mots et l'action d'Emmanuel Macron inspirent confiance à moins d'1 Français sur 3. Et si l'exécutif s'apprête à durcir les restrictions, c'est bien parce que la pression s'accentue dans les services de réanimation. Damien Mascret, bonsoir, vous êtes notre spécialiste santé. Alors que disent les chiffres? On peut dire que la situation est encore sous contrôle. Mais vous avez raison, la pression augmente de jour en jour. Si on prend la courbe de l'épidémie, on voit bien qu'il y avait une grande vague qui avait frappé au mois d'avril. On avait plus de 7000 personnes qui étaient hospitalisées en réanimation ou soins intensifs. Et puis ensuite, ça s'est calmé et ça a repris. Et maintenant, on est aux environs un peu plus de 1600 personnes qui sont hospitalisées. Ça monte lentement. Donc on voit bien qu'il y a cette pression qui augmente à nouveau sur les services de réanimation. Et puis le deuxième paramètre qui est inquiétant, c'est la saturation des services, là aussi en réanimation. Parce que lors de la première vague au mois d'avril, on a dépassé les capacités théoriques maximales. Et cette fois-ci, si on a l'air d'en être loin, on n'est qu'à 32%. La situation est complètement différente. Au mois d'avril, on avait déprogrammé massivement. Cette fois-ci, c'est impossible. Des opérations doivent être faites. On les a trop reportées déjà. Donc il faut opérer. Et c'est pour ça que les hôpitaux sont sous tension et que les équipes sont inquiètes. Ouais, merci beaucoup, Damien. Dans ce tableau assez alarmant de la progression de l'épidémie, une région semble relativement épargnée, c'est le Grand Est. Là-bas, le taux d'incidence est 2 fois moins élevé que la moyenne nationale. On se rappelle que la région a été la plus touchée, la plus endeuillée au printemps dernier. Le traumatisme est bien présent et influence sans doute les comportements dans le Haut-Rhin. Le reportage aujourd'hui d'Aurélia Chopin et Mathieu Niven-Glowski. C'était l'épicentre de l'épidémie il y a 6 mois, le Haut-Rhin. À Colmar, comme à Mulhouse, chacun ou presque connaît quelqu'un qui a été malade et personne n'a oublié. On a tous quelqu'un de proche, plus ou moins proche, qui a eu de grosses séquelles, qui est touché lourdement, qui est parti. Ça laisse des traces, et puis ça fait peur. Ça fait peur. Une population traumatisée et un virus qui progresse moins vite ici qu'ailleurs. Les indicateurs sont désormais tous dans le rouge, mais restent encore moitié moins élevés que la moyenne nationale. L'angoisse des patients, ce médecin de Mulhouse la ressent tous les jours. Ce matin, il vient pour la petite Jade, qui a de la température. Si d'autres dans la famille attrapent de la fièvre, là, il faudra quand même tester. Bon, je suis désolée, je pleure, mais... Cette maladie, j'ai peur. C'est notre quotidien, et du coup, les gens prennent des précautions, pour éviter ça. Et une des précautions, c'est aussi de consulter. Les Alsaciens peut-être plus à cheval sur les gestes barrières, plus prudents qu'ailleurs. C'est aussi ce que les patients expliquent à ce médecin de Colmar. C'est vrai qu'on évite les invitations, en fait. Parce qu'avant, on faisait des fêtes ensemble, on faisait des réunions de famille, ainsi de suite. Et depuis, c'est vrai que c'est un peu moins. Ça a été une horreur parfaite entre mars et avril. Et pour nous, maintenant, ça, je ne veux pas dire qu'on en sourit, mais on gère de façon beaucoup plus
beaucoup plus sereine pour l'instant la situation. Rien que pour le Haut-Rhin, plus de 160 patients en réanimation au plus fort de l'épidémie, contre 3 seulement aujourd'hui. Mais les indicateurs remontent. L'ensemble de la région Grand Est évolue au même rythme que les autres régions, mais avec environ 5 à 6 semaines de décalage. Donc il augmente, mais voilà, c'est un petit peu comme si vous regardiez dans le rétroviseur. La crainte, c'est que le scénario du pire revienne ici, mais personne n'a envie d'y croire. L'épidémie aura eu raison de la 58e édition du Salon de l'Agriculture en février prochain. L'annonce hier soir de son annulation est un choc dans le milieu agricole. Le secteur perd l'une de ses plus belles vitrines qui attire près de 600 000 visiteurs chaque année, porte de Versailles à Paris. Il y a de la tristesse et de la déception chez les éleveurs et les producteurs que nos équipes ont pu rencontrer aujourd'hui dans plusieurs régions. Maëlys Septembre. Les moutons de cet élevage resteront dans leur pré en février prochain. Pas de virée porte de Versailles au Salon de l'Agriculture en 2021. Une déception pour Alban Passé, mais pas vraiment une surprise. On s'y attendait. On s'y attendait, malheureusement. Pourquoi ? Vu les conditions, toutes les foires sont annulées un peu partout. Avec le salon qui draine, je sais plus, ça doit être 60 000 entrées par jour. Il fallait pas se leurrer, surtout à Paris. Déception aussi sur ce marché au Savoyard pour ce producteur de reblochon. Il perd une occasion d'échanger avec d'autres agriculteurs, mais surtout avec le public. C'est dommage parce que on fait passer quand même des messages à une population, quoi, on va dire aux gens de la ville. Un manque à gagner, difficile à chiffrer pour l'instant. L'an dernier, ce viticulteur avait vendu 5000 bouteilles de Beaujolais au salon. Mais plus encore, ce qu'il déplore, c'est la perte d'une vitrine pour attirer des clients français et étrangers. C'est surtout en termes d'image qu'on va perdre quelque chose, de notoriété. Les gens qui sur Paris qui connaissent mieux le Beaujolais, sous un bel angle. Enfin, on avait réussi à faire quelque chose de sympa. Et du coup, on va perdre ça. Une annulation décidée 4 mois à l'avance pour éviter aux agriculteurs et exposants d'engager des frais. 10 000 € pour un stand de 9 mètres carrés par exemple, et surtout beaucoup de travail en amont. On passe beaucoup de temps, nous, pour ces animaux-là, au niveau de la préparation, du toilettage. Il faut les doucher régulièrement, les peigner, les tondre, leur faire une alimentation un petit peu particulière, parce que c'est comme des sportifs. Seule consolation pour les agriculteurs, le concours général agricole, lui, pourrait en revanche être maintenu mais décentralisé en région. Et des marchés de producteurs seront organisés à Paris. Dans l'actualité, il y a aussi cette accélération de l'enquête dans le meurtre de Victorine Dartois en Isère. Un suspect est en garde à vue depuis hier après-midi. C'est un homme de 25 ans. Il habitait dans la même commune que la victime, Thomas Cuny, avec Alexandre Malesson. C'est une avancée majeure dans l'enquête sur la mort de Victorine Dartois. Un suspect a été placé en garde à vue hier après-midi, près de 3 semaines après la découverte du corps de l'étudiante immergée dans ce ruisseau à Villefontaine en Isère. Il s'agit d'un homme âgé de 25 ans, un habitant de la commune. Les gendarmes l'ont interpellé et ont également procédé à une perquisition à son domicile. L'avocate de la famille s'est entretenue avec les parents. C'est ce soulagement de se dire, cette personne, elle n'est déjà plus dans les rues de Villefontaine. Et puis surtout, maintenant, on va pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et ils attendent, vous l'imaginez, avec beaucoup d'impatience, ce que cette personne a pu relater aux enquêteurs. Ce 26 septembre, Victorine Dartois, 18 ans, rentre à pied chez elle après avoir raté son bus. Elle n'arrivera jamais à destination. Son corps est retrouvé 2 jours plus tard. L'autopsie révèle que la jeune femme est morte par noyade avec l'intervention d'un tiers. En témoigne la présence de nombreux ecchymoses internes. La disparition de la jeune femme avait provoqué une forte émotion à Villefontaine. 6000 personnes lui avaient rendu hommage lors d'une marche blanche. Et Alexandre Malesson suit pour nous cette enquête sur place. Bonsoir Alexandre, que sait-on ce soir du suspect ? Bonsoir. Eh bien écoutez, d'après les dernières informations du procureur de Grenoble, le suspect est âgé de 25 ans. Il est domicilié dans la même ville que celle de la famille de Victorine Dartois, c'est-à-dire à Villefontaine dans l'Isère. Il est connu défavorablement des services de la gendarmerie et de la justice pour des délits de droit commun. Et le procureur de Grenoble nous a indiqué que sa garde à vue avait été prolongée de 24 heures. Elle avait débuté hier lorsqu'il avait été interpellé dans l'après-midi. Il est encore trop tôt, toujours selon
le procureur de Grenoble pour donner de plus amples informations sur l'identité du suspect. Mais nous avons pu nous entretenir avec l'avocat de la famille de la victime qui nous a assuré que Victorine Dartois n'était pas proche du suspect qui a été interpellé hier après-midi. Merci beaucoup Alexandre. Déjà éprouvés par une série d'attaques, les policiers sont touchés par un nouveau drame. L'un des leurs a été très grièvement blessé la nuit dernière, renversé par une voiture lors d'un contrôle à Savigny-sur-Orge en région parisienne. La colère monte ce soir avec une manifestation dans l'Essonne. Jocelyn Debroux, Cécile Claveau. Avec une écharpe tricolore ou en tenue civile, ils manifestent devant le commissariat de Juvisy ce soir. Des policiers, mais aussi des élus réunis pour soutenir le brigadier gravement blessé la nuit dernière. Il est environ 1h30 du matin à Savigny-sur-Orge en banlieue parisienne, lorsqu'un équipage de police patrouille dans ce quartier, régulièrement ciblé par des cambrioleurs. Devant cette maison suspectée d'abriter un trafic de véhicules volés, les forces de l'ordre s'arrêtent à hauteur d'une voiture sortant de ce pavillon. Un équipage BAC a voulu contrôler un véhicule qui s'avère volé. Et dès qu'ils ont mis pied à terre, le chauffeur a foncé délibérément et roulé sur notre collègue. La victime, un brigadier âgé de 40 ans, a été admis en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu au commissariat dans lequel la victime travaillait pour rencontrer les syndicats de police qui lui ont à nouveau demandé d'agir. Aujourd'hui, on a des gens qui se sentent, qui agissent avec une totale impunité. Donc oui, il y a un gros travail à refaire. Mais pour redorer le blason du policier, il faut aussi, derrière, que la justice fasse son travail. Identifié par les services de police, le chauffard est, lui, ce soir, toujours en fuite. Et on l'a vu, depuis une demi-heure maintenant, des policiers manifestent devant le commissariat de Juvisy dans l'Essonne où l'on retrouve Arnaud Comte. Bonsoir Arnaud. Cette colère, elle monte à la veille de leur rendez-vous avec le chef de l'État à l'Élysée. Oui, Carole, je peux vous dire que les policiers qui se trouvent derrière moi sont très remontés. Ils dénoncent l'absence ou en tout cas l'insuffisance de réponse pénale quand un policier est blessé sur le terrain ou même au quotidien. Et cette réponse pénale, concrètement, ils nous en ont parlé toute la journée. C'est quand ils interpellent un délinquant et qu'ils le retrouvent sur la voie publique quelques semaines, quelques mois plus tard parce qu'ils estiment, ouvrez les guillemets, que la justice n'est pas assez sévère, que la justice est débordée. Et du coup, cela nuit à leur crédibilité. C'est ce qu'ils affirment. Nous ne sommes plus respectés sur le terrain. Et c'est ce message qu'ils vont porter haut et fort demain auprès du président de la République qui les recevra pour la première fois depuis le début de son quinquennat. Merci beaucoup Arnaud. Ce soir, dans le 19-20, on vous alerte sur les arnaques qui fleurissent sur Internet depuis le confinement et notre engouement pour les achats en ligne. Des sites nous font miroiter des rabais très élevés sur des produits apparemment haut de gamme. En réalité, ce sont souvent des vêtements et des objets de piètre qualité venus de Chine. Pour être mieux informés et débusquer les fausses bonnes affaires, regardez cette enquête de Léopold Audebert et Ariane Morisson. Au départ, c'est la promesse d'une bonne affaire. Sur Internet, en plein confinement, Clémence Dupas tombe par hasard sur une publicité similaire à celle-ci. Nous avons le regret de vous informer que notre atelier fait main n'a pas réussi à survivre à cette période difficile. Nous avons décidé de vendre la plupart des vêtements à un prix plus bas. Une entreprise en difficulté obligée de brader ses stocks. Des promotions défiant toute concurrence. La jeune femme se précipite sur le site. Le site a l'air plutôt bien fait. Il nous offre des produits de mode originaux, de haute qualité et exclusifs, surtout de créateurs indépendants. Et ça ? Et ça, c'est l'opposé de ce qui s'est passé. Persuadée de profiter d'une promotion intéressante, elle commande ce t-shirt, proposé à seulement 11 €. Mais lorsqu'elle reçoit son article... Ça faisait pas du tout vêtements de qualité et vêtements de designers indépendants. Ce qui est surprenant, c'est que sur le site, l'adresse mentionnée est en Angleterre, mais l'adresse de retour est en Chine. Surprenant, pas tant que ça. Car ce t-shirt, nous l'avons retrouvé ailleurs. Il est également proposé sur ce géant du commerce en ligne chinois, à moins de 5 €, la moitié du prix payé par Clémence Dupas. Un produit bas de gamme alors qu'on vous promet le contraire. Cette pratique commerciale trompeuse est une dérive du dropshipping. Un système d'achat dans lequel vous commandez votre produit sur un site sans aucun stock. Il se contente alors de revendre le produit d'un fournisseur en dégageant une marge. Le principe du dropshipping est légal. En dehors de l'emballage, le site n'a pas l'obligation de vous indiquer d'où vient le produit qu'il revend.
Dans cette vidéo, plutôt que de voir ce que vivent les consommateurs, on va voir ce que vivent les dropshippers. Pour alerter les internautes, ce youtubeur s'est mis à la place d'un arnaqueur et a fabriqué un faux site de montre sur internet sans préciser l'origine des produits. Je rappelle que ces montres coûtent moins d'1 $, mais nous on va dire qu'à la base elles coûtent 269 €, mais qu'il y a une promo à moins 75% et que maintenant du coup elles sont à 67,25 €. Putain, quelle affaire quoi! Pour rendre crédible sa fausse arnaque, il a pensé à tout. Un logo maison pour imiter une entreprise de luxe, un faux siège social à Paris, ou encore les avis de clients qui n'ont jamais existé. Et en moins de 2 jours, j'aurais pu lancer un business de dropshipping tout en repartant avec un bénéfice de 2 901,51 €. Il n'a jamais été au bout de l'arnaque, mais d'autres oui. Au total, 350 signalements de plaintes pour arnaque au dropshipping ont ainsi été déclarés en 2019 en France. Lorsque les manquements sont peu graves, nous rentrons directement en contact avec les sites de dropshipping de manière à leur faire rectifier les informations légales, par exemple si elles sont manquantes, et donc il peut y avoir des arrangements à l'amiable dans ces cas-là. Et lorsque c'est plus grave, ça peut être un délit pénal qui dans ces cas-là peut être transmis au parquet. Aujourd'hui, le dropshipping est partout, sur Snapchat ou encore sur Instagram, mais aussi sur Facebook, où des publicités sponsorisées arrivent directement dans votre fil d'actualité. Certaines peuvent vous renvoyer vers des arnaques, comme par exemple ce site, localisé à Chypre. Habitué de Facebook, Boris Clémençon a cliqué sans se méfier. En fait, il y a une fourberie dans l'histoire, c'est que on a confiance en Facebook. Moi, j'ai confiance en Facebook en général, tu vois. Mais j'étais parce que je pensais qu'ils faisaient un peu le tri dans les pubs qu'ils faisaient, mais apparemment c'est pas le cas. Résultat, les chemises qu'il reçoit ne correspondent pas à la description sur le site et sont de très mauvaise qualité. Pour en savoir plus, nous avons tenté de contacter le site, sans succès. Entre le mois de février et le mois d'avril, en pleine période de crise sanitaire, les arnaques se sont multipliées. Près de 270 sites de dropshipping ont été signalés comme suspects aux autorités. C'est le deuxième monument religieux le plus visité de la capitale. 10 millions de touristes y prêchent chaque année et pourtant la basilique du Sacré-Cœur n'est pas classée monument historique. La procédure vient seulement d'être lancée et elle fait déjà polémique. Ce lieu est associé aux événements de la Commune en 1871 et c'est un sujet de division. Éric Cornet, Fabienne Blévis. Aussi étrange que cela puisse paraître, la basilique du Sacré-Cœur ne fait aujourd'hui pas partie de la liste officielle des presque 2000 monuments historiques parisiens. Une anomalie pour un site visité chaque année par 10 millions de touristes et fidèles et qui s'explique d'abord par son architecture controversée. Pendant longtemps, le regard sur le 19e siècle a été un regard très critique sur la qualité architecturale, patrimoniale de ce qui avait été bâti à ce moment-là. Mais le Sacré-Cœur traîne depuis longtemps un autre poids, celui de l'histoire. Sa construction a été décidée après la défaite de 1870 contre les Prussiens, pour expier les erreurs du passé. Mais un an plus tard, c'est la Commune de Paris. Et avant même que la première pierre ne soit posée, l'endroit est le théâtre d'un épisode sanglant. C'est là que le peuple s'empare des canons de l'armée. 25 000 communards seront massacrés en représailles. Pour les défenseurs de la Commune, la basilique insulte donc sa mémoire. Là, on est en train d'honorer les bourreaux, mais on punit encore les gens de la commune qui ont lutté pour une république universelle, pour une société d'égalité. Dans ce contexte, certains avaient même réclamé plus ou moins sérieusement la démolition pure et simple du Sacré-Cœur. Ce ne sera définitivement plus possible avec ce classement aux monuments historiques qui devrait être effectif avant la fin de l'année. Voilà, c'est la fin de ce 19-20. L'intervention d'Emmanuel Macron est à suivre tout de suite en direct sur France 2. Votre soirée sur France 3, 21h05, des racines et des ailes. Ce soir, on vous emmène en Savoie, loin des stations de ski réputées. Vous allez découvrir ce qui fait l'excellence de cette région en matière de gastronomie, d'artisanat et de patrimoine. Excellente soirée à vous. Je vous dis à demain. Bonsoir. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.